Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, écrit par Sir Arthur Conan Doyle. C'est notre 8e et dernier live sur ce recueil de nouvelles. Nous lirons ce soir la 8e nouvelle, qui a pour titre Son dernier coup d'archer. Et oui, c'est la nouvelle éponyme qui a donné son titre au recueil de nouvelles. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à jeter un œil à la barre de lecture de la vidéo ainsi qu'à la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai pendant ma lecture et d'aller directement où bon vous semble dans cette lecture. Ça peut vous servir de marque-page si vous voulez vous faire la vidéo en plusieurs fois. N'hésitez pas également à vous balader sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez trouver notamment dans l'onglet Playlist les playlists. Et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, pour avoir tous les épisodes et toutes les nouvelles de ce recueil, mais également, et si on lisait Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, et si on lisait Sherlock Holmes, le signe des 4, pour avoir des romans d'Arthur Conan Doyle que j'ai déjà lus par le passé en votre compagnie en live. Et justement, j'enregistre cette émission en live, je suis donc en live, et donc c'est avec un grand plaisir que j'accueille Sarah Drew et Miss Perrine dans le chat. Bienvenue, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce qu'il faut prononcer le T? Bref, comment allez-vous? Merci d'être là, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de mourir de la décédance de la chaleur, n'est-ce pas? Ça y est, on est passé de l'automne. On est passé d'un automne de environ 8-9 mois à l'été en l'espace d'un jour. Donc là, ça fait mal au visage. Là, ça vient me casser la gueule d'un seul coup les 30 degrés. C'est un peu compliqué. On va faire au mieux pour que le live se passe comme il se doit. Et pour faire une lecture muy caliente. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a 24 pages, il me semble, dans la nouvelle du jour. Elle est très courte, donc le live d'aujourd'hui va être très court. Pour le coup, il n'y a pas de T à la fin de va. Va être très court. Je vais donc enchaîner assez rapidement sur la lecture et je ferai une pause lors d'une découpe naturelle voulue par l'auteur, puisque à peu près à la moitié, on a un saut de ligne et une étoile qui séparent deux paragraphes. Donc voilà, je vais me servir de ça pour la découpe. On est sur une nouvelle assez particulière d'ailleurs, puisque bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas être spoilé. J'ai vu sur internet que son dernier coup d'archer est une nouvelle écrite d'un point de vue externe, alors qu'habituellement, dans le cycle Sherlock Holmes, eh bien, les œuvres sont comptées du point de vue interne de Watson. Donc très intéressant, je me demande beaucoup pourquoi il y a cette différenciation, pourquoi il y a cette spécificité à cette nouvelle. Et j'ai hâte de la lire et de la découvrir parce que je me dis que ça peut vraiment beaucoup changer de choses. Donc j'espère que ça sera quand même d'un niveau similaire. C'est bon, Sarah Drew, tu peux revenir, le spoil est passé, pas de problème. Oui, sinon, au-delà de ça, je voulais quand même vous dire 2-3 mots en introduction de ce live, très très rapidement. Je refais le point, je pense que je vais le redire à tous les lives pour que vous soyez pas étonnés. Comme ça, même si vous regardez pas tous les lives, vous serez au courant. Je risque de faire une pause définitive ou temporaire ou un gros ralentissement des lives au mois d'août-septembre et pour quelques temps. Donc voilà, ça je leur dirai à chaque fois. C'est bon, il a dit que Sherlock Holmes anéantissait la flotte Zarglub. Tout à fait, secrétaire. Alors là, pour le coup, ce serait vraiment un changement radical dans le style, pour le coup. Mais bonsoir, bienvenue sur le live. Donc oui, soit gros ralentissement dans les lives, soit pause temporaire, soit pause définitive. Et peut-être la fin de la chaîne Planétéo, vous vous rendez compte? Oh là là, oh là là. Non, en vrai, je pense pas, mais profitons quand même de ces derniers lives avant ce potentiel arrêt. Puisque tout simplement je vais changer drastiquement de vie
vers août-septembre. Et peut-être qu'il va y avoir une période de transition vers cette nouvelle vie où je vais pas avoir l'occasion forcément de faire des lives parce que j'aurai pas forcément le temps. Donc voilà, à voir comment ça se goupille tout ça. Et puis peut-être que je vais être emmené dans mon flow et que je ne reviendrai jamais. Ou peut-être qu'au contraire, je vais savoir gérer mon quotidien pour pouvoir revenir au bout d'un moment. Je ne sais pas vous dire d'avance. Qu'est-ce que j'allais dire également? Une autre info, oui, du coup, profitons, savourons ces lives de juillet, d'août, parce que ce seront peut-être les derniers ou les derniers pour quelque temps. Et donc, j'aimerais potentiellement faire davantage de live, mais ça, je ne sais pas si ça va être possible, parce que j'ai déjà des choses à faire en vue justement de mon changement de vie. Donc, j'ai des choses à préparer en amont. Aussi parce que la chaleur, et la chaleur, c'est pas négligeable. Si vraiment, là, il fait la même chaleur qu'aujourd'hui pour 2 mois non-stop, ça risque de faire sauter quelques lives parce que c'est difficilement tenable, je vous avoue. Surtout pour une activité comme la lecture qui, paradoxalement, demande beaucoup d'énergie. On pourrait croire que non, mais vraiment, ça demande beaucoup d'énergie parce que ça demande d'être focus, ça demande une concentration de fou, je trouve. Et du coup, la chaleur n'aide pas du tout là-dedans. En plus, ça m'assèche l'air un peu, donc forcément, pour parler, c'est moins évident aussi. Et pour faire une lecture correcte, tout simplement, et agréable. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais me situer avec tout ça, mais dans l'absolu, j'aimerais que, au minimum, en juillet et en août, le plus possible, je respecte les créneaux de lecture habituels, c'est-à-dire le mardi et le vendredi à 21h. Et donc, pour la peine, je ne ferai pas de saut de live entre l'œuvre actuelle et la prochaine œuvre. Nous commençons dès vendredi. Si vous voulez participer au vote pour la lecture qui démarrera vendredi, je vous invite à rejoindre mon Discord. Il y a un sondage dans le salon News qui prendra fin demain à minuit. Et donc, voilà, n'hésitez pas à participer puisque je vous propose les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, les voyages de Gulliver de Jonathan Swift, le Grand Maulne d'Alain Fournier et Discours de la méthode de René Descartes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voter pour ces œuvres dont le gagnant se verra attribuer un live dès ce vendredi 21h pour commencer la lecture. Donc voilà. Et puis, comme je vous dis, j'hésite à faire plusieurs lives par semaine. J'ai reporté le live de la semaine passée, Les mots portent le bonheur. Donc j'aimerais vraiment faire cette émission sur le bonheur. Potentiellement, ça sera jeudi à 21h, mais encore une fois, j'ai pas envie de promettre des choses que je vais annuler à la dernière seconde. Donc je vous dis vraiment que c'est potentiellement quelque chose qui arrivera, sans en être sûr. Et puis sinon, une chose que je m'étais dit, c'était éventuellement de faire plusieurs lectures en simultané comme j'avais fait en début d'année, puisque on a des œuvres qui sont assez différentes pour que ça puisse passer, je pense. Par exemple, si on faisait Nouvelles histoires extraordinaires qui sont des nouvelles plutôt horreur, etc., en parallèle d'une lecture de Discours de la méthode qui est de la philosophie, je pense que ça serait suffisamment différent pour que je puisse faire les deux sans m'en mêler les pinceaux. Et donc, du coup, pourquoi pas faire une lecture supplémentaire le week-end ou quelque chose comme ça. Voire faire plus de lectures par semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais adopter comme conduite, mais ce sont des choses qui me trottent en tête. Et puis, vu que le temps passe, il va falloir que ça se mette en place assez rapidement. Donc, la meilleure chose à faire, c'est encore de me suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter et Discord. Je vous envoie dans tous les cas une notification dans la journée s'il y a un live le soir ou l'après-midi, etc. etc. Et puis voilà. Je vois que vous n'êtes pas très chaud dans le chat pour le discours de la méthode, mais beaucoup de gens ont envie de le voir aussi. Donc, même moi, ça m'intéresse vachement en vrai. Donc, à voir. Bref, n'hésitez pas, exprimez-vous. J'aimerais, dans l'idéal, faire les 4 lectures que je vous ai proposées en sondage avant la fin août. Avant qu'il y ait cette fameuse pause. J'aimerais. Ça me paraît short, mais j'aimerais. Bref, j'ai trop parlé du coup.
Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire avec vos occupations en toute quiétude. Santé. Sarah Drou, c'est pas gentil pour ceux qui ont voté Descartes. Bien. Je vous propose qu'on se lance. Hop. C'est vrai qu'apparemment, Discours de la méthode, ça a l'air d'être un texte très compliqué. Et ouais. C'est vrai qu'en live, ça risque d'être quelque chose. Mais bon, ça peut être un challenge. Bien, je vous souhaite une bonne écoute, Miss Perrine, Sarah Drou, secrétaire. Bonne écoute à tous ceux dans le nombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici quelques petites minutes pour une pause. Je ne ferai qu'une pause aujourd'hui. Je rappelle que c'est une pause naturelle, une découpe naturelle du texte par l'auteur. Je vous rappelle également que sur ces lives, n'hésitez pas à écrire mot, 2 points, et un mot qui vous aura interpellé durant ma lecture, que ce soit un nom propre même, un nom commun, peu importe, dont vous voudriez connaître l'étymologie, la définition, dont vous voudriez par exemple qu'on s'intéresse, par exemple si c'est un nom de lieu, un nom de personnage, un événement historique, si vous voulez qu'on donne un petit peu de contexte à tout cela, n'hésitez pas, dans le chat, mot, 2 points, et le mot susnommé. Voili voilou. Allez, je suis parti. Si, c'est une vraie démocratie. Planétéo, c'est une vraie démocratie. Est-ce que j'ai mis un ton qui laissait entendre quelque chose Non, faut pas que je dise des choses comme ça, c'est pas bien. Bref, on va pas aller à la facilité des mots. Allez, je suis en train de mourir de chaud. Allons-y, let's go. Bonne écoute à tous et à tout à l'heure. Huitième et dernière nouvelle du recueil. Son dernier coup d'archer. Il était 9h du soir le 2 août, le plus terrible des mois d'août de l'histoire mondiale. On aurait pu croire que déjà la malédiction divine pesait lourdement sur un monde dégénéré, car un silence impressionnant ainsi qu'un sentiment d'expectative planait dans l'air suffocant, immobile. Le soleil était couché, mais vers l'horizon d'ouest s'étirait une balafre couleur de sang comme une blessure ouverte. Au-dessus, les étoiles brillaient, claires, et au-dessous, les feux des bateaux scintillaient dans la baie. 2 Allemands se tenaient accoudés sur le parapet de pierre de la terrasse. La longue maison basse à lourds pignons étalait sa masse derrière eux. Ils regardaient la large courbe du rivage au pied de la grande falaise crayeuse sur laquelle von Bork s'était perché, tel un aigle errant, 4 ans plus tôt. Leurs têtes se touchaient presque. Ils échangeaient des propos confidentiels. D'en bas, les bouts incandescents de leurs cigares devaient ressembler aux yeux d'un mauvais diable scrutant la nuit. Un homme remarquable, ce von Bork. Sans rival, pour ainsi dire, parmi tous les dévoués agents du Kaiser. Ses qualités l'avaient recommandé pour une mission en Angleterre, la plus importante de toutes. Depuis qu'il s'y était attelé, ses talents s'étaient vite affirmés dans l'esprit de la demi-douzaine de personnes au courant de son activité, et notamment de son compagnon du moment, le baron von Herling, secrétaire principal de la légation, dont la formidable Benz de 100 chevaux bloquait le chemin de campagne en attendant de ramener à Londres son propriétaire. « Pour autant que je puisse juger des événements, disait le secrétaire, vous serez probablement de retour à Berlin avant une semaine. Quand vous arriverez, mon cher von Bork, je crois que vous serez surpris de l'accueil que vous recevrez. Je sais ce que l'on pense dans les cercles les plus élevés du travail que vous avez accompli dans ce pays. » C'était un colosse, le secrétaire, grand, large, épais. Il s'exprimait avec lenteur et conviction, ce qui lui avait beaucoup servi dans sa carrière politique. Von Bork se mit à rire. « Ils ne sont pas très difficiles à tromper, fit-il. Impossible de trouver un peuple plus docile, plus naïf. »« Je ne sais pas, répondit l'autre en réfléchissant. Ils ont des limites bizarres qu'il ne faut pas dépasser. Leur naïveté de surface est un piège pour l'étranger. La première impression est qu'ils sont complètement mous, et puis on tombe soudain sur quelque chose de très coriace. Alors on sait qu'on a atteint la limite et il faut s'adapter aux faits. Par exemple, leurs conventions insulaires exigent d'être respectées. « Vous voulez parler du bon ton et de ces sortes de choses ?» demanda von Bork, en soupirant comme quelqu'un qui en a souffert beaucoup. « J'entends le préjugé anglais dans toutes ces curieuses manifestations.
Tenez, je vous citerai l'une de mes pires bévues. Je peux me permettre de parler de mes bévues car vous connaissez assez bien mon travail pour être au courant de mes réussites. Je venais d'arriver en poste. Je fus invité pour le week-end à une partie dans la maison de campagne d'un ministre du cabinet. La conversation fut d'une indiscrétion folle. Von Bork fit un signe de tête. « J'y étais, dit-il. En effet. Eh bien, tout naturellement, j'ai envoyé à Berlin un résumé des renseignements obtenus. Pour mon malheur, notre brave chancelier a la main un peu lourde dans ce genre d'affaires, et il a transmis une observation qui montrait éloquemment qu'il savait ce qui avait été dit. Bien sûr, la piste remontait droit sur moi. Vous n'avez pas idée du mal que cette histoire m'a fait. Je peux vous assurer qu'en l'occurrence, il ne restait rien de mou chez nos hôtes anglais. J'ai mis 2 ans à faire oublier ce scandale. Mais vous, qui posez aux sportifs... Non, ne m'appelez pas un poseur. Une pose évoque un artifice. Or, je suis tout à fait naturel. Je suis né sportif. J'aime le sport. Votre efficacité s'en trouve accrue. Vous faites de la voile contre eux, vous chassez avec eux, vous jouez au polo, vous êtes leur égal dans n'importe quel sport. Votre attelage, à 4, a remporté le Grand Prix. J'ai même entendu dire que vous acceptiez de boxer avec leurs jeunes officiers. Quel est le résultat ? Personne ne vous prend au sérieux. Vous êtes un bon vieux sportif, un type tout à fait bien pour un Allemand, qui boit sec, qui fréquente les boîtes de nuit, qui mène une vie de bâton de chaise, que sais-je encore. Et cette paisible maison de campagne qui vous appartient est le centre d'où part la moitié du mal qui est fait à l'Angleterre, tout comme son sportif propriétaire est le plus astucieux des agents secrets. C'est génial, mon cher Von Bork. Génial ? Vous me flattez, baron, mais j'ai certainement le droit de dire que mes 4 années passées dans ce pays n'ont pas été improductives. Je ne vous ai jamais montré mon petit entrepôt. Voudriez-vous entrer un instant ? La porte du bureau ouvrait directement sur la terrasse. Von Bork la poussa et, passant le premier, alluma l'électricité. Puis il referma la porte derrière la silhouette massive qui l'avait suivi et tira un épais rideau devant la fenêtre grillagée. Ce n'est que lorsque toutes ces précautions furent prises et vérifiées qu'il tourna vers son invité un visage aquilin bronzé par le soleil. « Quelques papiers ne sont plus ici, dit-il. Quand ma femme et les domestiques sont partis hier pour Flessing, ils ont emporté les moins importants. Pour les autres, je réclamerai la protection de l'ambassade. Votre nom figure déjà parmi ceux de la suite personnelle de l'ambassadeur. Il ne s'élèvera aucune difficulté pour vous et vos bagages. Tout de même, il est possible que nous ne soyons pas obligés de partir. L'Angleterre peut abandonner la France à son destin. Nous sommes sûrs qu'il n'existe pas entre elles un traité contraignant. Et avec la Belgique, certes, il y a aussi la Belgique. Von Bork hocha la tête. Je ne vois pas comment l'Angleterre ne bougerait pas. Avec la Belgique, elle est liée par un traité formel. Elle ne pourrait jamais se relever d'une telle humiliation. Du moins aurait-elle la paix pour quelque temps. Mais son honneur... Bah, mon cher, nous vivons une époque utilitaire. L'honneur est une conception médiévale. En outre, l'Angleterre n'est pas prête. C'est inconcevable que notre impôt de guerre de 50 millions, dont on aurait pu croire qu'il rendait notre plan clair comme le jour, aussi clair que si nous l'avions publié à la première page du Times, n'ait pas tiré ces gens-là de leur somnolence. De temps à autre, on entend une question. C'est mon affaire de trouver une réponse. Ici et là encore, on note un peu d'irritation. C'est mon affaire de l'apaiser. Mais je vous donne ma parole qu'en ce qui concerne l'essentiel, réserve de munitions, préparatifs pour faire front à une attaque de sous-marins, organisation pour la fabrication de puissants explosifs, rien n'a été fait. Comment donc l'Angleterre pourrait-elle intervenir ? Surtout quand nous l'occupons suffisamment avec la guerre civile d'Irlande, les suffragettes en furie, et Dieu sait quoi, pour qu'elle centre ses pensées sur elle-même. Elle doit penser à son avenir, voyons. Ah, c'est autre chose. Je suppose que pour l'avenir, nous avons des desseins très précis sur l'Angleterre, et que vos renseignements nous seront d'une importance vitale. Avec M. John Bull, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. S'il préfère aujourd'hui, nous sommes absolument prêts. Si c'est demain, nous serons encore mieux prêts. À mon avis, ils seraient plus avisés en combattant avec l'appoint d'alliés que privés de leur concours, mais cela les regarde. Cette semaine est la semaine décisive. Vous m'aviez parlé de vos papiers. Dans un angle de la grande pièce à panneaux de chêne, entouré d'une ceinture de livres, un rideau était tiré. Von Bork l'écarta. Un gros coffre-fort cerclé de cuivre apparut. L'Allemand détacha une petite clé de sa chaîne de montre,
manipula longuement la serrure, et la lourde porte s'ouvrit. « Regardez » dit-il en reculant d'un pas. La lumière éclairait l'intérieur du coffre, et le secrétaire considéra avec un intérêt extraordinaire les rangées de casiers bourrés qu'il contenait. Chaque casier portait son étiquette. Ses yeux coururent de l'un à l'autre pour lire des titres comme « Guet, défense côtière, avion, Irlande, Égypte, fort de Portsmouth, La Manche, Rosis ». Chaque casier était rempli de plans et de papiers. « Colossal !» murmura le secrétaire. Il posa son cigare pour applaudir doucement des deux mains. « Et tout cela en 4 ans, baron. Pas mal, n'est-ce pas, pour le buveur, le noceur, le chasseur, le sportif. Mais le joyau de ma collection va venir et tout est prêt pour l'accueillir. » Il désigna un casier sur lequel était écrit « Transmission de la marine ». « Mais vous avez déjà un bon dossier, il me semble. Vieux papiers, qui ne sont plus à la page. L'amirauté a été alertée je ne sais comment et elle a changé tous ses codes. Ça a été un coup dur, baron. Le pied revers de toutes mes campagnes, mais grâce à mon carnet de chèques et au brave Altamont, le malheur sera réparé cette nuit même. » Le baron regarda sa montre et poussa une exclamation gutturale de déception. « Réellement, je ne peux pas attendre plus longtemps. Vous pensez bien qu'il y a du remue-ménage en ce moment à Carlton Terrace et que nous devons être tous à nos postes. J'avais espéré rapporter la nouvelle de votre grand coup. Altamont ne vous a pas fixé d'heure. » Von Bork lui montra un télégramme. « Viendrai sans faute ce soir et apporterai les nouvelles bougies d'allumage. Altamont. » Des bougies d'allumage ? Des bougies d'allumage ? Vous le voyez, il joue à l'expert automobile et je possède moi un garage. Dans notre code, chaque renseignement qu'il va m'apporter est baptisé du nom de l'un de ces éléments. S'il parle d'un radiateur, il s'agit d'un cuirassé. Une pompe à huile est un croiseur, etc. Les bougies d'allumage sont les signaux de la marine. « Daté de Portsmouth à midi », dit le secrétaire en examinant le télégramme. « À propos, combien lui donnez-vous » ? 500 livres pour ce travail particulier. Naturellement, il a aussi un salaire. Il est gourmand, ce coquin. Les traîtres sont bien utiles, mais je ne les paie jamais qu'à contre-cœur. Je ne paie jamais Altamont à contre-cœur. C'est un travailleur magnifique. Si je le paie bien, du moins me remet-il de la bonne marchandise pour reprendre son expression. En outre, ce n'est pas un traître. Je vous affirme que les sentiments anti-anglais du plus pur pan-germain de nos Junkers sont ceux d'une colombe au biberon en comparaison de la haine qu'a vouée à l'Angleterre cet Irlandais d'Amérique. Oh, c'est un Irlandais d'Amérique. Si vous l'entendiez parler, vous ne pourriez pas douter de son origine. Parfois je le comprends à peine, à croire qu'il a déclaré la guerre autant à l'anglais du roi qu'au roi d'Angleterre. Êtes-vous absolument obligé de partir ? Il va arriver d'un instant à l'autre. Non, je regrette, mais je suis déjà resté trop longtemps. Nous vous attendons pour demain de bonne heure. Quand vous ferez franchir à ce livre des transmissions la petite porte en haut des marches du perron du duc d'York, vous pourrez inscrire un triomphal fin à votre activité en Angleterre. Comment ? Du Tokay ? Il désigna une bouteille bien cachetée et couverte de poussière, placée sur un plateau avec 2 verres. Puis-je vous en offrir avant que vous repreniez la route ? Non, merci. Mais une orgie se prépare ? Altamont est fin connaisseur en vin, et il aime spécialement mon Tokay. C'est un personnage susceptible et je le ménage dans les détails. Croyez-moi, il faut que je le soigne. Ils avaient regagné la terrasse, à l'extrémité de laquelle le chauffeur du baron mit en marche le moteur de la grosse voiture. « Ce sont les lumières de Harwich, je suppose, » dit le secrétaire en mettant son imperméable. « Comme tout semble calme et pacifique, il se pourrait qu'avant 8 jours il y ait ici d'autres lumières et que la côte anglaise soit un endroit moins tranquille. Le ciel également pourrait n'être pas tout à fait aussi paisible si nos braves éplins tiennent leurs promesses. Tiens, qui vois-je là ? » Derrière eux, une seule fenêtre était éclairée. À côté de la lampe, devant une table, était assise une vieille femme au visage coloré, coiffée d'un bonnet. Elle était penchée sur un tricot et elle s'arrêtait de temps à autre pour caresser un gros chat noir qui se tenait près d'elle sur un escabeau. Martha, la seule domestique que j'ai gardée. Le secrétaire émit un petit rire. Elle pourrait presque personnifier Britannia repliée sur elle-même dans une atmosphère de somnolence confortable. Eh bien, au revoir, Von Bork.
Sur un geste de la main, il monta dans sa voiture, et les deux phares projetèrent bientôt leurs cônes dorés dans la nuit. Le secrétaire s'était affalé sur les coussins à l'arrière de la somptueuse limousine, et il avait l'esprit si préoccupé par l'imminence de la tragédie européenne qu'il ne fit pas attention à une petite Ford qu'il croisa dans la rue du village. Von Bork revint lentement vers son bureau. Au passage, il remarqua que sa vieille femme de charge avait éteint sa lampe et était allée se coucher. C'était nouveau pour lui, ce silence et cette obscurité d'une grande maison, car sa famille et une nombreuse domesticité ne l'avaient jamais quitté. Il éprouva néanmoins un soulagement à la pensée qu'ils étaient tous en sécurité et que, exception faite de cette unique vieille femme qui avait traîné dans la cuisine, il restait seul sur les lieux. Il avait beaucoup de choses à détruire dans son bureau. Il commença ce nettoyage par le vide, jusqu'à ce que son visage fin de bel homme fût coloré par la chaleur que dégageaient les papiers qui brûlaient. Alors il prit une valise de cuir et empaqueta méthodiquement le précieux contenu de son coffre-fort. À peine s'était-il mis à l'ouvrage que ses oreilles enregistrèrent le bruit d'une voiture qui approchait. Il ne put réprimer une exclamation de satisfaction, boucla la valise, ferma le coffre avec sa clé et se précipita sur la terrasse. Il arriva juste à temps pour voir les phares d'une petite voiture qui s'arrêtait devant la grille. Un voyageur en descendit, s'avança vers lui d'un pas vif, tandis que le chauffeur, un homme à la forte charpente et à la moustache grise, s'installait comme quelqu'un qui se résigne à une longue attente. « Alors ?» demanda avidement Von Bork, qui était accouru au-devant de son visiteur. Pour toute réponse, l'homme agita triomphalement au-dessus de sa tête un petit paquet enveloppé de papier brun. « Vous pouvez me serrer joyeusement la main de ce soir, mister, cria-t-il. « Je ramène enfin le gâteau. » Les signaux ? Comme je l'ai dit dans mon télégramme, toutes les transmissions, sémaphore, code des lampes Marconi, une copie, si ça ne vous fait rien, pas l'original, c'est trop dangereux. Mais de la bonne marchandise, de la marchandise conforme, vous pouvez vous y fier. Il asséna une grande claque sur l'épaule de l'Allemand, avec une familiarité vulgaire qui amena une grimace sur le visage de l'autre. « Entrez, dit-il, je suis seul à la maison. Je n'attendais plus que vous. Bien sûr, une copie vaut mieux que l'original. Si un original manquait, il changerait le tout. Vous êtes sûr que la copie est conforme ?» L'Irlandais d'Amérique avait pénétré dans le bureau et il étira ses longs membres sur un fauteuil. C'était un homme grand et maigre qui pouvait avoir 60 ans. Il avait le visage osseux et portait une courte barbe en bouc. Il aurait pu passer pour une caricature de l'oncle Sam. D'un coin de sa bouche pendait un cigare juteux à demi fumé. Une fois assis, il frotta une allumette pour le rallumer. « Un petit déplacement en préparation ?» fit-il en regardant autour de lui. « Dites, mister. » Ses yeux étaient tombés sur le coffre-fort que le rideau avait mis à découvert. « Vous n'allez pas me dire que vous gardez tous vos papiers là-dedans ?»« Pourquoi pas ?»« Sapristi, dans un truc pareil ? Et on vous prend pour un espion de classe ? Mais n'importe quel cambrioleur yankee ouvrirait ça avec un ouvre-boîte. Si j'avais su que des lettres de moi iraient se perdre dans un machin comme ça, j'aurais été bien bête de vous avoir écrit une ligne. »« N'importe quel cambrioleur s'attaquerait en vain à ce coffre, » répondit Von Bork. « Aucun instrument ne peut entamer son métal. »« Il y a la serrure. »« Non, c'est une serrure à double combinaison. Vous savez ce que je veux dire par là. »« Guidez-moi un peu, » fit l'Américain. « Pour que joue la serrure, il vous faut un mot et une combinaison de chiffres. » Il se leva et montra autour du trou pour la clé un disque à double graduation. Le cercle extérieur est pour les lettres, le cercle intérieur pour les chiffres. Tiens, pas mal. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez. Je l'ai fait faire il y a 4 ans. Savez-vous quels mots et quels chiffres j'avais choisis à l'époque ? Cela me dépasse. Eh bien, j'avais choisi « ou » comme mot et 1914 comme chiffre. Nous y sommes. Le visage de l'Irlandais d'Amérique exprima une surprise admirative. « Mais c'est formidable! Vous êtes un prophète !» Même dans mon pays, bien peu auraient été capables de deviner la date. Et pourtant, elle est là. Demain matin, je ferme et je pars. Dites, je crois que vous aurez à vous occuper de moi aussi. Je ne vais pas rester seul dans ce sacré pays. D'après ce que je prévois, John Bull va se dresser sur ses pattes de derrière et deviendra enragé avant 8 jours. J'aimerais mieux être de l'autre côté de l'eau à ce moment-là. Mais vous êtes citoyen américain. Eh oui, Jack James lui aussi était citoyen américain, ce qui ne l'empêche pas d'être en prison à Portland.
Pas moyen de briser la glace avec un policier anglais en lui disant que vous êtes citoyen américain. C'est la loi anglaise qui commande ici, me répondrait-il. À propos, mister, puisque nous avons parlé de Jack James, il me semble que vous ne faites pas grand-chose pour couvrir vos agents. Que voulez-vous dire ? Demanda Von Bork âprement. Quoi ? Vous êtes leur employeur, oui ou non ? C'est à vous de veiller à ce qu'ils ne tombent pas. Mais ils tombent, et que faites-vous pour les tirer d'affaire ? James, par exemple. Tout a été de la faute de James. Vous le savez aussi bien que moi. Il n'était pas assez souple pour ce genre de travail. James avait une tête de cochon, je vous l'accorde. Mais prenez Hollis. C'était un fou. Ma foi, il est devenu un peu cinglé sur la fin. Mais il y a de quoi déranger le cerveau d'un homme quand il lui faut jouer la comédie du matin au soir avec une centaine de types tout disposés à lui adresser les flics. Maintenant, il y a Steiner. Von Bork tressaillit, pâlit. Que se passe-t-il pour Steiner ? Eh bien, ils l'ont eu, c'est tout. Ils ont fait une expédition sur son entrepôt la nuit dernière. Lui et ses papiers sont à la prison de Portsmouth. Vous allez filer, mais lui, le pauvre diable, il aura à répondre devant un jury, et bien heureux sera-t-il s'il sauve sa tête. Voilà pourquoi je voudrais passer de l'autre côté de l'eau en même temps que vous. Von Bork était fort, maître de ses nerfs, mais cette nouvelle l'affecta visiblement. « Comment ont-ils pu démasquer Steiner ?» murmura-t-il. « C'est un gros coup dur. » « Vous ne tarderez pas à en avoir un plus dur encore, car je crois qu'ils sont à mes trousses. »« Impossible, voyons. J'en suis sûr. Ma logeuse a reçu la visite de policiers qui l'ont questionné à mon sujet. Quand je l'ai su, j'ai compris que je n'avais pas autre chose à faire que disparaître au plus tôt. Mais ce que je voudrais bien comprendre, mister, c'est comment les flics sont au courant. Steiner est le 5e agent que vous avez perdu depuis que je marche avec vous. Je connais le 6e si je ne bouge pas. Comment vous expliquez-vous cela ? N'avez-vous pas honte de voir vos hommes torpillés les uns après les autres ? Von Bork devint cramoisi. Comment osez-vous me parler sur ce ton ? Si je n'osais pas de temps à autre, mister, je ne serais pas à votre service. Mais je vais vous dire sans phare tout ce que j'ai dans la tête. Je me suis laissé dire qu'avec vous, politiciens allemands, quand un agent avait fait son travail, vous n'étiez pas mécontent de le voir mis à l'ombre. Von Bork bondit. Osez-vous insinuer que j'ai livré mes agents ? Je ne vais pas jusque-là, mister, mais il y a un mouchard quelque part et c'est à vous de l'identifier. De toute manière, je n'accepte plus de courir de risques. Je suis mûr pour la petite Hollande, et le plus tôt sera le mieux. Von Bork avait dompté sa colère. Nous avons été alliés trop longtemps pour nous disputer maintenant à l'heure de la victoire, dit-il. Vous avez fait un merveilleux travail, et vous avez pris des risques que je ne puis oublier. Par n'importe quel moyen, allez en Hollande. Là, vous pourrez trouver un bateau de Rotterdam pour New York. Aucune autre ligne ne sera sûre dans une semaine. Je vais prendre votre livre et l'emballer avec le reste. L'Américain avait gardé le petit paquet dans sa main. Il ne fit pas un geste pour le lâcher. « Et le fric ?» demanda-t-il. « Le quoi ?»« La manne, la récompense, les 500 livres. L'artilleur est devenu diablement gourmand sur la fin, et il a fallu que je l'arrose de $100 supplémentaires, sans quoi nous serions restés le bec dans l'eau, vous et moi. Rien à faire, qu'il me répétait, et il ne voulait plus m'écouter. En tout, j'en ai eu avec lui pour 200 livres. Aussi, je ne vous remets le paquet que contre mon fric. » Von Bork sourit amèrement. « Vous ne passerez pas à avoir une très haute opinion de mon honneur, fit-il. Vous voulez l'argent avant que vous m'ayez donné le livre. Que voulez-vous, mister ? Nous sommes en affaires. Très bien. Comme vous voudrez. Il s'assit devant la table et remplit un chèque qu'il retira du carnet. Mais il ne le tendit pas à son interlocuteur. Après tout, puisque nous en sommes réduits à de tels rapports, monsieur Altamont, reprit-il, je ne vois pas pourquoi je me fierais à vous plus que vous ne vous fiez à moi. Il se retourna vers l'Irlandais d'Amérique et le regarda par-dessus son épaule. Le chèque est sur la table. Je tiens à examiner le contenu du paquet avant que vous ne le preniez. L'Irlandais d'Amérique le lui donna sans un mot. Von Bork défit la ficelle et retira 2 papiers d'emballage. Puis il demeura stupéfait devant le petit livre bleu qui apparut. Sur la couverture était écrit en lettres dorées « Manuel pratique d'apiculture ». Le maître espion n'eut pas le temps de contempler longtemps ce titre étrangement irrévérencieux. Une main de fer l'étreignit à la gorge, et une éponge chloroformée s'abattit sur son visage grimaçant. Et c'est tout pour la première partie de lecture de ce soir.
on se marque une courte pause. Comme je le disais, aujourd'hui, ça sera une pause particulièrement courte, puisque là, la nouvelle fait une grosse vingtaine de pages, donc ça va aller très très vite. Donc voilà, je vais essayer de me lancer rapidement dans la suite. Bonsoir Notias, bienvenue, j'espère que tu vas bien, merci d'être parmi nous. J'en profite parce que du coup, je sais pas si tu es sur le Discord, d'ailleurs je me rappelle plus. En tout cas, si tu n'es pas sur le Discord, n'hésite pas à rejoindre le Discord. En ce moment, il y a un sondage dans le salon News qui permet de voter pour la prochaine lecture. Donc voilà, n'hésite pas. Et du coup, je prends note pour les mots de la fin, secrétaire. Sarah Drew, donc nous sommes en train d'assister à la mise en place de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est la mise en place de la Première Guerre mondiale. Je me suis posé la question justement de est-ce qu'il y a vraiment un rapport direct, clair. En vrai, potentiellement. Très très potentiellement. Je suis en train de mourir de chaud, je suis désolé. Très 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 potentiellement. Et puis surtout, moi c'est ça qui me marque parce que c'est ça qui me... Comment dire ? C'est sur ça que je vais directement. C'est ça qui m'intéresse presque en premier lieu dans mes lectures, je crois. En tout cas, c'est ce qui me saute aux yeux. C'est la manière d'écrire qui a complètement changé. Vraiment là, la nouvelle n'a rien à voir avec le reste des nouvelles de Sherlock Holmes qu'on a pu lire. Et je trouve ça très intéressant. Ça montre que Sir Arthur Conan Doyle est capable d'écrire de manière très différente. Et là, le fait d'avoir un narrateur externe au lieu d'un narrateur interne en la personne de Watson, je trouve que ça change complètement la dynamique. Je trouve que ça donne à la nouvelle un ton beaucoup plus sérieux aussi. Je trouve que là, ça faisait vraiment film noir un peu. Je trouve que ça faisait un peu film d'époque. Ouais, je trouve que ça faisait un peu film d'époque. Ça fait un peu film d'époque, film noir, film d'espionnage. Je sais pas, il y a un ton beaucoup plus sérieux. Bah déjà, rien que le fait de parler d'espion, je trouve que ça place ailleurs. Je sais pas, espion et détective dans ma tête, ça met pas dans la même ambiance. Donc non, franchement, il y a quelque chose de très très sympathique ici. Je pense que oui, l'espion allemand qui dit que 1914 est une date importante, que l'Angleterre n'est pas prête à riposter, le fait qu'il parle de la Belgique et sa neutralité qui ne sera pas respectée au début de la guerre et qui va pousser les Anglais dans la guerre, en vrai, c'est très possible. C'est très très possible, franchement, mais je m'y connais... Je suis vraiment pas très bon en histoire, franchement. Donc je préfère ne pas avancer de thèse perso, parce que je n'ai pas des connaissances suffisantes pour pouvoir dire quoi que ce soit. Mais c'est très possible. C'est très possible. Moi, j'aurais eu tendance à penser aussi que c'était lié. Peut-être que la fin de la nouvelle va nous le dire. De toute manière, comme je le disais, je vais enchaîner assez rapidement. Puisqu'il ne nous reste plus que 8 ou 9 pages, je crois. Donc ça va aller très très vite. Et vous remarquez qu'on est à plus de la moitié de la nouvelle. Aucune mention de Sherlock Holmes. Aucune mention de Watson. Très intéressant. Très intéressant. Ça change encore une fois complètement la dynamique, je trouve. Et de présenter quelque part l'enquête de cette manière, ça rejoint encore une fois la façon dont on pourrait présenter des enquêtes et des meurtres dans des séries. Il y a d'ailleurs beaucoup de séries qui font ça. Des séries policières qui montrent le meurtre. C'est la scène d'entrée, quoi. C'est la scène d'entrée dans l'épisode. On voit le meurtre et après, il y a toute l'enquête. Donc très très inspirant, très très intéressant. Et je pense encore une fois que Arthur Conan Doyle s'est amusé à mettre en jeu, à mettre en scène un peu toutes les façons possibles de présenter une enquête. Donc c'est très intéressant de voir un basculement comme ça. Fais confiance à ma licence d'histoire. Ok, je fais confiance, Sarah Drew. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et du coup, je suis assez d'accord avec toi, Miss Perrine. Je pense que Holmes a fait son apparition avec le traité d'apiculture et que du coup, la personne qu'on a vue à la fin de l'œuvre réclamer son argent, etc.,
était sans doute Sherlock Holmes grimé, déguisé. Je pense d'autant plus à cela dans sa manière de parler et dans les sujets qu'il évoque avec son interlocuteur Von Bork, parce qu'on dirait qu'il cherche à confirmer des thèses qu'il a, en disant « Oh là là, un tel il s'est fait avoir, hein. Oh, et puis un tel aussi il travaillait pour vous. » Enfin, justement, il dit pas ça, mais « Ah, un tel il travaillait pour vous et vous en avez pas pris soin, il s'est fait prendre, et ainsi de suite. » Donc quelque part, ça fait un peu de la prise d'information, je trouve. Comme si c'était Sherlock Holmes qui venait voilà, confirmer des soupçons qu'il avait et essayer de chercher des informations qui corroboreraient à sa thèse, à sa résolution de l'enquête. Moi, c'est la description de son corps qui m'a fait penser à Holmes. Ah, possible, bien possible. J'avoue, j'ai pas fait gaffe à ça, mais c'est bien possible. Écoutez, comme je vous le disais, la nouvelle est courte. Je me remets tout de suite en chemin. Bonne écoute à tous, Notias, secrétaire, Seradrou, Miss Perrine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques toutes petites minutes pour la fin du live. Et puis, les mots de la fin. À tout à l'heure. Son dernier coup d'archer, suite et fin. Un autre verre, Watson ? Fit monsieur Sherlock Holmes, en tendant la bouteille de Tokay impérial. Le robuste chauffeur, qui s'était assis près de la table, avança son verre avec une certaine avidité. « C'est un bon vin, Holmes. Un grand vin, Watson. Notre ami qui est sur le canapé m'a affirmé qu'il provient de la cave personnelle de François-Joseph à Schönbrunn. Seriez-vous assez aimable pour ouvrir la fenêtre, car les vapeurs de chloroforme ne facilitent pas la dégustation. » Le coffre était entrebâillé. Holmes, debout devant lui, en tira tous les dossiers, les examina rapidement, puis les rangea dans la valise de Von Bork. L'Allemand était allongé sur le canapé, il ronflait en dormant. Une courroie ligotait ses bras. Une autre immobilisait ses jambes. « Vous n'avez pas besoin de nous presser, Watson. Nous ne risquons pas d'être interrompus. Voudriez-vous sonner ? Il n'y a personne d'autre dans la maison, excepté la vieille Martha qui a tenu admirablement son rôle. C'est elle qui m'a mis au courant quand j'ai pris l'affaire en main. Ah, Martha, vous serez heureuse d'apprendre que tout s'est bien passé. » La vieille femme était apparue sur le seuil. Elle s'inclina en souriant devant Sherlock Holmes, mais jeta un coup d'œil un peu inquiet vers la forme humaine étendue sur le canapé. « Il va bien, Martha, il n'a eu aucun mal. »« Cela me fait plaisir, monsieur Holmes. D'un certain point de vue, il a été un bon maître. Il voulait que je parte hier avec sa femme pour l'Allemagne, mais cela n'aurait guère convenu à vos plans, n'est-ce pas, monsieur ? » ?»« Cela ne m'aurait pas du tout plu, Martha. Tant que vous étiez ici, j'étais tranquille. Nous avons attendu votre signal ce soir. » »« Le secrétaire était là, monsieur. Oui, sa voiture nous a croisés. Je croyais qu'il ne partirait jamais. Je savais que vous auriez été contrarié, monsieur, si vous l'aviez trouvé ici. » »« Plutôt contrarié, en effet. Bref. Nous avons attendu une bonne demi-heure avant de voir votre lampe s'éteindre et de savoir que la voie était libre. Vous pourrez venir me voir demain à Londres, Martha, au Claridge's Hotel. »« Très bien, monsieur. Je suppose que vous avez tout préparé pour votre départ. »« Oui, monsieur. Il a mis 7 lettres à la poste aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai noté les adresses. »« Parfait, Martha. Je verrai cela demain. Bonne nuit. » Ces papiers, poursuivit-il quand la vieille femme fut sortie, ne sont pas bien importants car, bien sûr, les renseignements qu'ils contenaient sont parvenus depuis longtemps au gouvernement allemand. Ce sont des documents originaux qui pouvaient difficilement être exportés. Sont-ils donc inutiles ? Je n'irai pas jusque-là, mon cher Watson. Ils montreront quand même à nos gens ce qui est connu des Allemands et ce qui ne l'est pas. Je puis dire qu'un bon nombre de ces papiers sont arrivés ici par mon intermédiaire, donc qu'ils sont autant de faux renseignements pour l'ennemi. Mes vieux jours s'éclaireraient d'une lueur de gaieté si je pouvais voir un croiseur allemand remonter l'Assolan en se fiant au plan de mine que j'ai fourni. Mais vous, Watson... » Il interrompit son travail et prit son vieil ami par les épaules. « Je vous ai à peine regardé en pleine lumière. Comment supportez-vous le poids des ans ? Vous êtes toujours le même enfant joyeux que j'ai connu. » « Je me sens rajeuni de 20 ans, Holmes.
J'ai rarement éprouvé un plaisir aussi vif lorsque j'ai reçu votre télégramme me priant de vous retrouver à Harwich avec la voiture. Mais vous, Holmes, vous n'avez presque pas changé. Sauf cet horrible bouc. Voilà les sacrifices que l'on consent à son pays, Watson, répondit Holmes en tirant sur sa petite touffe de barbe. Demain, ce bouc ne sera plus qu'un affreux souvenir. Avec mes cheveux coupés et quelques autres modifications de surface, je paraîtrai demain au Claridge's, tel que j'étais avant ce déguisement américain. Mais vous vous étiez retiré, Holmes. Nous avions appris que vous viviez en ermite parmi vos abeilles et vos livres, dans une petite ferme des South Downs. En effet, voici le fruit de mon existence paisible, le magnum opus de mes dernières années. Il prit le livre sur la table et lut le titre en entier. Manuel pratique d'apiculture, avec quelques observations sur la ségrégation de la reine. Je l'ai écrit seul. Tel est le résultat de quantité de nuits de méditation et de jours de travail. J'ai surveillé le petit monde des abeilles avec autant d'intensité qu'à Londres. Je surveillais le monde du crime. Mais comment êtes-vous sorti de votre retraite ? Ah, je m'en étonne encore. J'aurais pu résister aux avances du ministre des Affaires étrangères, mais quand le Premier ministre a daigné me rendre visite sous mon humble toit... Le fait est, Watson, que ce gentleman sur le canapé était un peu trop fort pour nos gens. Il est d'une classe exceptionnelle. Tout allait mal, et personne ne comprenait pourquoi tout allait mal. Des agents étaient soupçonnés, d'autres arrêtés, mais il était évident que derrière eux se tenait une force puissante et mystérieuse. Il devenait urgent de la démasquer. On a exercé sur moi certaines pressions pour que je m'occupe de l'affaire. Cela m'a coûté 2 années d'efforts, Watson, mais elles n'ont pas été tout à fait dépourvues d'amusement. J'ai commencé par un pèlerinage à Chicago. Je me suis enrôlé dans une société secrète irlandaise à Buffalo. J'ai causé de sérieux ennuis à la police de Skibbereen. Ce qui m'a valu d'être remarqué par un agent de Von Bork, qui m'a recommandé à son patron comme un homme valable. Depuis lors, j'ai été honoré de sa confiance, et cela lui a valu de voir déjouer la plupart de ses plans et ses meilleurs agents en prison. Je veillais, Watson, et j'attendais le moment où le fruit serait mûr. Eh bien, monsieur, j'espère que vous ne vous sentez pas trop mal ? Cette dernière phrase s'adressait à Von Bork qui, après force bâillements et clignotements, avait écouté Holmes. Il déversa un furieux torrent d'injures en allemand. La rage déformait ses traits. Pendant que son prisonnier jurait et sacré, Holmes reprit l'investigation des documents qu'il avait commentés. Bien que peu musical, l'allemand est la plus expressive de toutes les langues, remarqua-t-il quand Von Bork, à bout de souffle, se fut tu. Ah ah, ajouta-t-il en regardant de près un dessin. Voici quelque chose qui devrait permettre la capture d'un autre oiseau. Je n'aurais pas cru que le commissaire de la marine était un tel coquin, et pourtant il y avait longtemps que je le surveillais. Mr. Von Bork, vous allez avoir à répondre de beaucoup de méfaits. Le prisonnier s'était redressé non sans difficulté sur le canapé, et il considérait son vainqueur avec un mélange de stupéfaction et de haine. « Je vous revaudrai cela, Altamont, dit-il en parlant avec une lenteur résolue. Quand même j'y consacrerai toute ma vie, je vous revaudrai cela. La bonne vieille chanson, fit Holmes. Combien de fois l'ai-je entendue jadis? C'était le leitmotiv préféré de feu le regretté professeur Moriarty. Le colonel Sébastien Morand l'a également répété. Et pourtant, je suis encore en vie, et je m'occupe d'apiculture dans les South Downs. Soyez maudit, double traître! Cria l'Allemand en essayant de se libérer de ses liens tout en lançant à Holmes des regards assassins. Non, je ne suis pas aussi mauvais que cela, fit Holmes en souriant. Comme vous avez pu le deviner, M. Altamont de Chicago n'a jamais existé. Je me suis servi de ce nom. N'en parlons plus. Qui êtes-vous donc? Qui je suis? Oh, c'est vraiment sans importance. Mais puisque vous semblez être intéressé à le savoir, je vous confierai que ceci n'est pas ma première rencontre avec des membres de votre famille. J'ai fait un certain nombre d'affaires en Allemagne autrefois, et mon nom vous est sans doute familier. Je voudrais bien le connaître. C'est moi qui ai fait aboutir la séparation entre Irène Adler et le défunt roi de Bohême, quand votre cousin Heinrich m'a été envoyé par l'empereur. C'est encore moi qui ai épargné au comte von Grafenstein, qui était le frère aîné de votre mère, d'être assassiné par le nihiliste Klopman. C'est moi qui... Von Bork se mit sur son séant. « Cet homme-là est unique au monde. »« Exactement, » dit Holmes en s'inclinant. Von Bork gémit et retomba sur le canapé. « Mais la majeure partie de mes renseignements me venaient à travers vous, » s'exclama-t-il. « Que valait-il ? Ah, qu'ai-je fait ? Je suis anéanti pour toujours. » Mes informations étaient évidemment sujettes à caution, dit Holmes.
Elle mérite quelques vérifications et vous disposez de peu de temps. Votre amiral découvrira peut-être que les nouveaux canons sont plus gros et les croiseurs plus rapides qu'il ne l'escompte. » De désespoir, Von Bork s'étreignit la gorge. « D'autres détails se dévoileront en leur temps. Mais vous possédez une qualité très rare pour un Allemand, monsieur Von Bork. Vous êtes sportif, et vous ne me garderez pas rancune quand vous comprendrez que vous, qui avez abusé tant de monde, avez été abusé à votre tour. Après tout, vous avez fait de votre mieux pour votre pays, j'ai fait de mon mieux pour le mien. Quoi de plus naturel? En outre, il posa doucement une main sur l'épaule de l'homme prostré. Cela vaut mieux qu'être terrassé par un adversaire plus ignoble. Les papiers sont maintenant dans la valise, Watson. Si vous vouliez m'aider pour emmener notre prisonnier, je crois que nous pourrions nous diriger immédiatement sur Londres. » Il ne leur fut pas facile de faire bouger Von Bork, car il était fort et prêt à tout. Finalement, en lui tenant chacun un bras, les deux amis lui firent descendre l'allée du jardin qu'il avait remontée avec tant d'orgueilleuse confiance quand il avait reçu quelques heures plus tôt les compliments du diplomate. Après une courte lutte, il fut hissé, pieds et poings liés, sur le siège arrière de la petite voiture, avec sa précieuse valise à côté de lui. « J'espère que vous êtes aussi confortablement installé que le permettent les circonstances, » dit Holmes quand tout fut prêt pour le départ. « Prendrai-je la liberté d'allumer un cigare et de le placer dans votre bouche ?» Mais toutes ces amabilités se heurtèrent à la colère de l'Allemand. « Je suppose que vous avez réfléchi à ceci, monsieur Sherlock Holmes. Si votre gouvernement couvre vos agissements, c'est un acte de guerre. » « Que voulez-vous dire avec mes agissements et le gouvernement ? Vous êtes un particulier. Vous n'avez aucun mandat pour m'arrêter. Tout dans votre procédé est absolument illégal et insultant. »« Absolument, » répondit Holmes. « Kidnapper un sujet allemand et lui dérober ses papiers personnels. Bien, je vois que vous réalisez votre situation, vous et votre complice. Si j'appelais à l'aide en traversant le village ? Mon cher monsieur, si vous faisiez quelque chose d'aussi stupide, vous augmenteriez probablement le nombre des enseignes de nos auberges de village en nous fournissant un nouveau point d'histoire locale, aux Prussiens pendus. L'Anglais est patient, mais à présent il s'est mis un tout petit peu en colère, et il vaudrait mieux ne pas le pousser trop loin. Non, monsieur Von Bork, vous nous accompagnerez tranquillement et délicatement à Scotland Yard, d'où vous pourrez appeler votre ami le baron Von Herling, afin d'examiner avec lui si vous ne pourriez pas quand même occuper la place qui vous a été réservée dans la suite personnelle de l'ambassadeur. Quant à vous, Watson, Londres n'est pas trop loin pour votre vieille voiture. Venez avec moi un instant sur la terrasse, car c'est peut-être le dernier entretien paisible que nous aurons ensemble. Pendant quelques minutes, les deux amis bavardèrent tranquillement à cœur ouvert. Leur prisonnier se débattait en vain pour se libérer de ses liens. Quand ils regagnèrent la voiture, Holmes se retourna pour contempler la mer éclairée par la lune et hocha pensivement la tête. « Le vent d'Est se lève, Watson. »« Je ne crois pas, Holmes. Il fait très chaud. » »« Cher vieux Watson, vous êtes le seul point fixe d'une époque changeante. Un vent d'Est se lève néanmoins. Un vent comme il n'en a jamais soufflé sur l'Angleterre. Il sera froid et aigre, Watson. Bon nombre d'entre nous n'assisteront pas à son accalmie. Mais c'est toutefois le vent de Dieu, et une nation plus pure, meilleure, plus forte, surgira à la lumière du soleil quand la tempête aura passé. Mettez en marche, Watson, il est temps de partir. J'ai un chèque de 500 livres dans ma poche. Je voudrais le toucher le plus tôt possible, car le tireur serait tout à fait capable de faire opposition si on lui en laissait la possibilité. Et c'est la fin de la nouvelle, son dernier coup d'archer. Et donc également la fin de la lecture sur ce recueil de nouvelles dédié à Sherlock Holmes. Nous passons à l'outro, les amis. Ok. C'est ultra spécial, mais j'aime beaucoup. Ça fait justement, encore une fois, franchement, je me dis, mais à quel point les scénaristes de séries actuelles se sont inspirés et ont pompé directement Arthur Conan Doyle. Parce que je trouve que ça fait vraiment épisode spécial. Ça fait vraiment épisode spécial d'une série, d'un personnage, avec cet épisode un petit peu Shippuden. C'est un peu Naruto Shippuden, c'est un peu les suites de manga quand ils ont vieilli. C'est un peu
C'est un peu les épisodes après coup de retrouvailles et de ah ah ah, ça y est, on va faire notre dernière enquête ensemble, etc. C'est, je sais pas, il y a un goût très spécial à cette nouvelle, mais j'aime beaucoup. Le fait de voir Sherlock Holmes être heureux de retrouver Watson, Watson être heureux d'avoir été appelé par Sherlock Holmes, le fait de savoir que Sherlock Holmes avait mis fin à sa carrière, avait fait une longue pause pour écrire un bouquin sur les abeilles et tout ça, c'est, je sais pas, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment, je connais une pointure. Ça fait vraiment, en fait, c'est ça. Ça fait vraiment scénario de film avec des gens du gouvernement qui sont en mode ok, je connais une pointure. Ça fait longtemps qu'il est plus dans le circuit, mais il pourra nous être utile, il faut qu'on le persuade, machin. Je trouve que ça fait trop ça. Et du coup, je me dis, mais la manière dont est écrite et structurée cette nouvelle a été pris et repris et re-repris dans des tas de séries, des tas de films, etc. Franchement, bon. Alors je dis ça, évidemment que Sherlock Holmes n'est pas enfin, Arthur Conan Doyle n'est certainement pas le seul à avoir instauré cette structure et ce genre d'histoire et cette manière de raconter l'histoire et ainsi de suite. Mais je pense quand même qu'il a vraiment participé à beaucoup populariser et beaucoup démocratiser ces manières de structurer les histoires d'enquête, d'espions, de détectives, tout ça. Parce que franchement, quand je lis du Arthur Conan Doyle, je vois... Enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a imprimé une image ultra prégnante dans la culture populaire actuelle. Et que ça... Ouais, ça... Comment on dit ? Ça a servi de moule à la façon dont on écrit des séries, des films, etc. aujourd'hui, quoi. C'est un truc de fou. J'ai l'impression, en tout cas. C'est mon ressenti. Sarah Drew qui nous dit « J'ai vérifié, du coup, la nouvelle est sortie en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. » Oui, je pense quand même que ça y fait référence directement parce que... Bon, déjà, je pense que ça peut pas être une coïncidence. Et puis parce qu'il y a quand même aussi un ton un peu solennel, je trouve, qu'on n'a pas forcément à ce point dans les autres nouvelles, j'ai eu l'impression. Ne serait-ce qu'avec son tout dernier monologue à Sherlock Holmes. Sa dernière tirade avec un vent d'Est se lève néanmoins, un vent comme il n'en a jamais soufflé sur l'Angleterre, il sera froid et aigre, et ainsi de suite. On sent que le ton est grave. On sent que le ton est grave et on sent que... Presque le fait d'avoir... Je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais presque le fait d'avoir écrit cette nouvelle à la 3e personne, si, c'est peut-être possible... Attendez, je suis très curieux de ça du coup. C'est peut-être possible que son dernier coup d'archer, ça soit la dernière nouvelle qu'il ait écrite. Parce que je trouve que, même dans la manière dont c'est écrit, etc., ça pourrait vraiment faire genre que Arthur Conan Doyle en avait terminé avec Sherlock Holmes et que face aux événements du réel, il s'est senti un truc, un devoir, entre guillemets, de écrire une nouvelle histoire de Sherlock Holmes et de voilà, insuffler un truc comme ça, un peu patriotique peut-être. En vrai, il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Il y a peut-être carrément un truc comme ça. Comment je pourrais trouver... Comment je pourrais trouver les dates de toutes les nouvelles? Alors, le canon de Sherlock Holmes, là je suis tombé là-dessus. Le canon holmésien classique. Alors... Dans les nouvelles, on a 56 nouvelles. Ouais, ok. Ah, apparemment... Apparemment, il en aurait quand même écrit d'autres après. Attendez, je suis en train d'essayer de voir ça. Ordre de publication, ordre chronologique. Ouais, moi je veux ça en fait. 1917. Ah non, son dernier coup d'archer, c'est pas la dernière nouvelle qu'il ait écrit. Remarque, ça peut quand même avoir l'effet que j'ai décrit,
puisque avant ça, il n'avait pas écrit de nouvelles depuis septembre 1914. Enfin, d'histoire même, j'ai envie de dire. Parce que je crois que c'était un roman. La Vallée de la Peur, si j'ai pas de conneries, c'est un roman. Oui. Donc il n'avait pas écrit de nouvelles depuis novembre 1913. Pas écrit de roman depuis septembre 1914. Et il a écrit son dernier coup d'archer en septembre 1917. Donc, ça peut carrément donner cette vibe de l'auteur qui, face aux événements du réel, se dit « Je vais amener un peu ma pierre à l'édifice et faire un peu une nouvelle en hommage ou pour donner de la force aux gens de son pays, etc. » quoi. Ça peut clairement faire ça. Surtout que derrière, il n'a pas réécrit avant 1921. Donc il y a un gap de 4 ans. Franchement, je trouve que ça peut vraiment faire sens. Alors là, c'est moi qui lance des hypothèses, hein. Mais je trouve que ça peut faire sens. Et si on trie par ordre chronologique, donc pour le coup, si on trie l'ordre dans lesquels a vécu ses aventures Sherlock Holmes, eh bien, son dernier coup d'archer, c'est bien la dernière histoire de Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment, il a pris sa retraite et il est revenu pour son dernier coup d'archer. Je trouve ça tellement, tellement stylé. Je trouve ça très, très, très beau. Quelque part. Et pourtant... Enfin... comment dire ? Les sujets qui touchent à la guerre, c'est pas moi les sujets qui m'intéressent le plus. Mais c'est vrai que là, je trouve ça assez remarquable et intéressant qu'il se soit passé ça pour Arthur Conan Doyle et son dernier coup d'archer, du coup. Sarah Drew nous dit « Le fait que Holmes fasse son devoir en servant son pays et en empêchant l'espion allemand, on sent aussi un peu l'utilisation du personnage pour motiver l'enrôlement des soldats anglais. Je sais plus quand ça s'est arrêté, mais durant très longtemps, l'armée britannique n'était pas une armée de professionnels, mais que des volontaires. Je pense que c'est encore le cas durant cette guerre, mais il faudrait que je vérifie. » Ah, ça ferait sens. Non mais franchement, ça fait grave sens, je trouve. Trop intéressant. Trop intéressant. Bon, je pense que j'aurais la flemme toute ma vie de lire tout le canon Holmes, Sherlock Holmes, comment ils disent, holmésien. Je pense que j'aurais la flemme de lire tout le canon holmésien avec les 4 romans et les 54 nouvelles. Mais franchement, 56 nouvelles même apparemment. Franchement, ça pourrait presque me donner envie. Mais je peux pas me mettre dans des trucs comme ça, c'est trop chronophage, c'est pas possible. Bref, venons-en au mot de la fin. Je vais pas en faire beaucoup, parce que le live va pas durer longtemps, il y a eu très peu de lecture finalement, donc bon, je vais pas faire durer plus que de raison non plus. Tout à l'heure, secrétaire nous demandait le mot avide. Allons voir un peu en détail le mot avide. Google nous dit qu'il y a un désir immodéré de nourriture ou qui désire quelque chose avec violence. Tandis que... Ou le Wiktionnaire nous dit du latin avidus, 15e siècle, désiré de aveo, qui veut dire désirer vivement. Donc voilà, il n'y a pas une étymologie forcément très intéressante. Qui désire quelque chose avec beaucoup d'ardeur, en parlant de choses avec le même sens, et par extension soutenu, qui a une attention passionnée. Absolument, qui a un grand désir de manger. Et sens figuré, intéressé, cupide. Et ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Alors, attendez. Ouais, là, après, il y a un truc dont je ne comprends rien. Et du coup, merci Sarah Drew. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Alors, sur Avide, dans le trésor de la langue française, sur le site Le Trésor de la langue française, on peut voir
En parlant d'une personne ou d'un animal qui a un désir ardent, immodéré de nourriture, vorace, glouton. Ah, c'est marrant, ils mettent vraiment le côté nourriture en premier, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru du tout. En parlant d'une personne, de son comportement, de ses sentiments, qui exprime un désir ardent, passionné de quelque chose. Spécifiquement péjoratif, qui manifeste une avarice immodérée. Quand on est avide de quelque chose, on est gourmand, vorace, insatiable de. Une substitution abstractive, j'imagine que c'est ça. Qui désire passionnément une chose, qui la recherche ardemment. Ouais, bon, on est toujours sur le même sens, hein, finalement. Rempli d'un désir immodéré. Bon, on n'en apprend pas plus en réalité. Et encore une fois, on nous donne avidus et avarus aussi. Synonyme de avarus. Ah, donc avide et avare, ça a peut-être la même racine. Bref, il n'y avait pas grand-chose finalement sur ce mot. Il y avait des mots qui m'avaient turlupiné. Il y avait plusieurs mots que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal, que j'avais déjà croisés dans ma vie sans forcément savoir ce qu'ils voulaient dire. Je vais essayer de les retrouver. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je le retrouve juste en cherchant mon souvenir? Il y avait le Junker. Le Junker, c'est un obero allemand. Alors. Étymologie de l'allemand Junker, dérivé du haut allemand comment on prononcerait ça? Juncher. Ouais, ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'allemand. Je sais pas comment on prononcerait ça. Bon, dérivé du haut allemand Junchere de Jung R, soit à l'origine un jeune seigneur, c'est-à-dire le fils d'un seigneur terrien, et plus tard les seigneurs terriens eux-mêmes. Oh, ok. Et donc un Junker, c'est un aristocrate prussien non titré, dont la noblesse repose sur la propriété foncière en Prusse. Ouah, c'est compliqué. c'est très très précis. Très bien. Est-ce que sur le trésor de la langue française, on trouve le Junker? Je suis pas sûr du coup, vu que c'est un mot allemand. Je suis pas sûr qu'ils auront. Mais bon, on a déjà vu ce que c'était au pire. Ça me gratte le nez, j'ai l'impression d'être allergique à je sais pas quoi, ça me gave. Ou bien c'est peut-être la chaleur. C'est vrai que des fois, quand c'est l'été, je remarque que je me gratte beaucoup le nez en live. Bref. Du coup, un Junker, c'est un obero prussien, donc ça redit ce qu'on a déjà dit. Un jeune noble allemand, fils de propriétaire terrien, qui servait dans l'armée. Très bien, donc ça fait sens avec le texte qu'on vient de lire, hein, de toute façon. Et à la base, on nous redit que c'est un mot allemand qui veut littéralement dire « jeune seigneur », jeune noble qui n'a pas encore été fait chevalier, écuyer qui se prépare au service de chevalier, d'où d'une part fils de noble, fils de propriétaire terrien de la noblesse, et propriétaire terrien, et d'autre part jeune noble qui entre à l'armée pour devenir officier. Très bien. Ça nous éclaire un petit peu, et du coup, j'avais un dernier mot qui me trottait en tête, mais là, je vais plus le retrouver. Il y avait un autre mot où je me suis dit, ah tiens, ça serait intéressant. Ah bah oui. Je sais ce qu'il veut dire, mais je suis très curieux de voir l'origine. J'ai envie de voir le mot leitmotiv. Un leitmotiv. D'ailleurs, je sais pas si on dit motif ou motif. Je pense que j'ai plutôt tendance à dire leitmotiv. Mais peut-être qu'on dit leitmotiv. Surtout que c'est de l'allemand à la base. Donc il y a moyen que je dise motif en vrai. Alors, sur l'étymologie, il s'agit d'un emprunt à l'allemand motif directeur, formé de Leiten, dirigé, et motif. Donc un motif directeur, très bien. Le terme de leitmotiv semble être apparu pour la première fois en 1860 à propos des œuvres de Richard Wagner et de Liszt. Toutefois, c'est l'ouvrage de F.W. Jans sur la vie et l'œuvre de Weber
qui est généralement considéré comme l'acte de naissance du terme leitmotiv. Ok, donc en 1871, qui deviendra courant avec Hans von Wolzogen et ses analyses de la musique de Wagner. Il faut noter en revanche que Wagner, qui conduisit de fait le principe à son apogée, préférait utiliser les termes de Grundthema ou Grundmotiv, thème motif fondamental. Puisque le leitmotiv, à la base, ça vient de la musique. Donc thème qui revient fréquemment dans une partition. Donc c'est complètement legit que ça nous vienne finalement de Wagner et tout ça. Par contre, ce que je trouve trop cool, c'est que dans l'orthographe traditionnelle, par exemple, au pluriel, ça s'écrit avec un E à la fin. Ça, c'est le genre d'orthographe que je trouve trop what the fuck, mais que je trouve hyper intéressant. En note, il est écrit « Le pluriel leitmotiv avec un S est recommandé par les réformes de 1990. Le pluriel à l'allemande en leitmotive avec un E est considéré comme savant. On peut aussi trouver le pluriel avec ES. » Ok. Moi, j'aime bien. Je crois que j'aime bien, moi, les singuliers pluriels de l'orthographe traditionnelle. Vous savez, média, médium, ce genre de choses. Je crois que j'aime assez bien. Ou bien scénarii, scénario, des trucs comme ça. En gros, les mots qui sont d'une origine d'une autre langue, d'origine d'une autre langue, je trouve que c'est pas mal de garder la différenciation entre le pluriel et le singulier de la langue d'origine, du coup. Et du coup, par analogie, après avoir été créé pour la musique de Wagner, a priori, c'est devenu plus large pour désigner une phrase ou un slogan qui revient régulièrement d'une façon symbolique dans un discours, un écrit. Et enfin, si je regarde leitmotiv sur le trésor de la langue française, formule mélodique ou harmonique destinée à caractériser de façon constante un personnage, une situation, un état d'âme, un objet. Ah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup ça aussi en musique, il me semble. L'idée que, en gros, de toute manière, vous le savez que c'est une utilisation de la musique dans des films, par exemple, un thème soit relié à quelque chose de précis. Par exemple, le thème de Dark Vador, à chaque fois que tu vois Dark Vador, il y a dans la musique, tu peux retrouver le thème de Dark Vador. Donc voilà, ce thème-là, quelque part, on peut dire que c'est un leitmotiv, si je comprends bien ce que je viens de vous lire. Et du coup, par analogie, idée, formule qui revient de façon constante dans une œuvre littéraire, un discours de propagande ou de politique, avec une valeur symbolique et pour exprimer une préoccupation dominante. Synonyme partiel de refrain. De toute manière, si j'en crois mes professeurs de linguistique à la fac, pour eux, il n'existe aucun synonyme parfait. Donc c'est forcément un synonyme partiel, entre guillemets. Bref. Et du coup, sur l'étymologie, on a déjà discuté. Et il n'y a rien de plus à en dire. Ok, cool. Ça nous aura fait quelques mots. Avide, Juncker et leitmotiv. Ça nous aura fait terminer son dernier coup d'archer écrit par ça y est, je sais plus m'exprimer. Écrit par Arthur Conan Doyle sur son personnage fétiche, j'ai envie de dire Sherlock Holmes. C'était ma 3e lecture de Sherlock Holmes sur cette chaîne. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à jeter un œil, encore une fois, aux autres playlists réservées à Sherlock Holmes sur Le Signe des 4 et Le Chien des Baskerville. Ou même à jeter un œil à toutes les autres lectures que j'ai faites en live. On est à plus de 70 lectures faites en live, il me semble. Donc il y aura forcément quelque chose à votre goût, je pense. N'hésitez pas, si vous m'avez regardé sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Comme je disais, je vais essayer de faire peut-être davantage de lives dans les temps à venir, on va voir. En tout cas, les lives de lecture, je vais essayer de vraiment m'y tenir tous les mardis et les vendredis à 21h. Et on se retrouve donc vendredi à 21h pour la lecture que vous aurez choisie via le sondage sur mon Discord, qui prendra fin demain à minuit. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à voter. Pour le moment, celui qui est en tête, c'est Nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Donc on enchaînerait encore avec un recueil de nouvelles. Voilou. Je crois qu'on est bon. Je pense pas avoir
quelque chose de supplémentaire à ajouter sur mon appréciation de l'œuvre, je dirais, parce que je l'ai déjà dit pas mal, en fait j'ai égrené mon avis pas mal au fur et à mesure des lectures, mais je dirais que je trouve vraiment, vis-à-vis de ce côté feuilletonnant, je trouve vraiment, à mon goût, que les nouvelles de Sherlock Holmes sont plus plaisantes et mieux adaptées, je trouve, pour raconter ce genre d'histoire, que les romans. Personnellement, j'ai préféré vraiment les nouvelles aux romans. Ça, c'est une certitude. Et c'est toujours pas mon type de littérature. Franchement, je pense vraiment que le policier, tout ça, je pense pas que ce soit mon délire. Je pense pas que ce soit mes goûts. Mais c'est vrai que c'était une lecture très agréable, très bien écrite, très bien menée. Il y a eu peu de nouvelles qui m'ont déplu. Il y en a une ou deux, je crois, que j'ai un peu moins apprécié. Mais globalement, elles étaient vraiment toutes très cool. Et en se permettant des tas de choses très intéressantes dans la structure et dans la façon de raconter les histoires. Je pense notamment à l'aventure du détective agonisant, à l'aventure du pied du diable, son dernier coup d'archer. Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je suis content d'être retourné sur Sherlock Holmes. J'aurais pas cru apprécier autant en y revenant une troisième fois. Allez, trêve de bavardage. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente nuit. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à vendredi pour la suite des aventures. Potentiellement jeudi pour Les mots portent le bonheur. Et bonne semaine. Bye bye.